qui a déployé déjà l'application. C'est bon, on est parti. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Donc je suis Alexis. je suis Didier. Et il y aura un troisième larron qui est Aurélien. Voilà, donc l'idée de cette session, c'est de vous présenter la plateforme cloud de Google dans son ensemble. Donc déjà, qui est-ce qui a déjà déployé une application sur un cloud, quel qu'il soit? Waouh, c'est beau. Et sur le cloud de Google? Pas mal. Pas mal. C'est bien. Ok. On y va? On va alors On y va, quelques ouais. petits trucs. Donc l'idée, on s'est mis un petit peu dans un scénario réel. C'est, vous devez monter une start-up qui a un jeu sur téléphone mobile. Vous allez streamer de la musique à destination des personnes qui ont des téléphones mobiles et les personnes qui reçoivent le morceau doivent deviner le plus rapidement possible qui est l'artiste et quel est le titre du morceau de musique en fait. Voilà, donc c'est un scénario concret. Les défis par rapport à un sujet comme ça, c'est être multicanal, c'est-à-dire que la musique, on doit pouvoir la consommer sur un Android, un iPhone, des tablettes, du web. Ça doit être sécurisé, c'est-à-dire, ben voilà, il va y avoir des morceaux de musique diffusés. Il va falloir absolument être sûr que les personnes qui accèdent à l'application soient authentifiées. Il y a du stockage de musique, donc il faut être capable de stocker quelques téraoctets de données. Proposer de l'analyse de données, donc ce qui est sympa dans un jeu, c'est que le jeu soit adaptatif, c'est-à-dire qu'en fonction de comment les gens répondent, ben de changer un petit peu les questions suivantes. Donc être capable de faire du data mining, encaisser des pics de charge cyclique, c'est-à-dire que tout le monde joue à peu près au même moment en soirée, donc ben à ce moment-là il y aura des très gros trafics et puis le reste de la journée ça va être assez plat. Et puis on s'est rajouté un truc, c'est que vraiment les gens qui sont super forts, on va leur générer des PDF et les envoyer par email. Voilà, donc si vous deviez construire une plateforme comme ça, voilà un petit peu à quoi ça pourrait correspondre. Il vous faut donc quelque chose qui va exposer des API, un système d'authentification, un endroit pour héberger votre business, un système de data mining, d'analyse de données, un serveur SMTP pour envoyer des mails, un serveur d'impression, une base de données SQL, les gens vont faire des recherches, peut-être éventuellement chercher des morceaux de musique, donc il faut un système qui permet de faire de la recherche plein texte, système de stockage, et puis après un système d'analyse pour voir un peu qui joue. Voilà. Voilà un petit peu l'écosystème que vous devez construire par rapport à une petite application qui permet de faire un jeu. Donc il y a plusieurs solutions. Première solution, vous dites, bah, moi, ce système, je vais le faire à la main. Donc vous vous installez Hadoop HBase. En fait, quasiment face à toutes ces briques que j'ai montrées, il y a une solution qui va vous permettre de vous monter la solution. Donc sur un système NoSQL Hadoop HBase, Elasticsearch, système de capacité de très haute capacité de stockage, ben, il va falloir vous trouver une solution. Je pense que vous partirez en hébergement. Voilà, faire de la BI, vous allez vous mettre un moteur de OLAP, un bon projet en perspective. Pour faire du data mining, il y a une solution chez Apache qui s'appelle Maout. Il y a eu d'ailleurs un club des users hier soir, donc en tout cas ça se fait. Hein. Vous devez publier des API, donc ça il va falloir trouver des gens qui sont capables de vous aider à faire ça. Vous pouvez partir par exemple sur un produit qui s'appelle API Spark, système d'authentification, donc vous allez devoir vous cogner au hot, ce qui est très agréable. Installer un serveur SMTP qui tient la charge et puis aussi un serveur d'impression. Donc voilà, un petit peu votre défi. Voilà ce qui se passe si vous partez sur l'infrastructure Google. Donc toutes les briques dont on vient de parler, elles sont disponibles sur l'infrastructure Google. Donc là, en fait, beaucoup de monde, quand on parle de la plateforme cloud de Google à destination des développeurs, on pense principalement à App Engine. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cet écosystème, App Engine, c'est un morceau qui permet d'héberger vos applications, donc le business, mais en fait, il est entouré de tout un écosystème, de toute la plateforme qui vous permet de faire des choses. Donc pour le NoSQL, vous avez Datastore. Vous avez maintenant un espèce de Lucene qui est un équivalent, enfin, c'est un espèce de Lucene, c'est-à-dire que c'est un Lucene qui est capable de monter en charge, on va dire. Donc ça s'appelle la Search API. Pour le stockage, vous avez un système qui vous permet de stocker des téradonnées qui s'appelle Cloud Storage. Pour tout ce qui va être BI, vous avez un système qui s'appelle BigQuery qui va vous permettre de faire des requêtes sur de très gros volumes de données en des temps très courts.
Pour ce qui est de faire du data mining, il y a une API qui s'appelle Prediction. Donc voilà, donc vous avez une API qui vous permet de faire de l'analyse de données. Si vous voulez mettre en place un serveur d'impression et que vous ne trouvez pas ça packagé, vous pouvez vous appuyer sur Compute Engine et installer un serveur d'impression dessus. Vous avez une API de mail aussi qui va vous permettre d'envoyer des dizaines de milliers de mails pour des sommes modiques. Un point très important, c'est quelque chose qui est assez récent, c'est disponible depuis février 2013. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de développer des API et de les rendre visibles. Voilà, de développer une API, ce qu'on appelle un endpoint, mais surtout vous allez bénéficier de toute l'infrastructure de Google par rapport à ces API. On verra, on fera un petit peu une démo là-dessus. Et puis vous bénéficiez aussi de tout l'écosystème d'authentification et d'autorisation. Voilà. Donc ça c'est un joli schéma. On va passer. L'idée c'est que vraiment vous utilisiez les mêmes ressources que Google. Les data centers de Google. C'est vraiment l'idée dans laquelle a été créé App Engine. C'est vraiment l'idée qui s'applique à toutes les technologies qu'on va vous démontrer. Donc vous pouvez investir dans quelque chose d'équivalent, avec ou sans les couleurs. L'idée c'est que on vous propose de vous héberger sur le même environnement. Donc sur la même machine qui fait tourner un search, un Gmail, un autre process Google, eh bien votre application est capable de tourner dessus, avec les qualités multi-data center, de performance, de réseau, donc de CDN, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont mises à votre disposition. On a déjà dit un petit peu tout ça, mais c'est vrai que App Engine, ça c'est vraiment l'approche plateforme as a service. Vous déléguez l'aspect administration, vous vous occupez de votre code et que de votre code. Et vous allez voir, on va passer un petit peu de temps dans la console d'admin, il y a finalement peu d'administration et c'est vraiment l'objectif fondamental. Compute Engine est nouveau. Qui connaît Compute Engine? Très peu, c'est normal. Vous n'y avez pas encore tout à fait accès. J'espère que ça se fera bientôt. C'est une offre infrastructure as a service. Moi, je la vois vraiment comme la possibilité d'ouvrir le capot et de regarder ce qui se passe vraiment en dessous. App Engine, c'est pas d'admin, mais un peu de contraintes en contrepartie. Compute Engine, on est redescendu au niveau du infrastructure as a service et partout vous avez besoin de faire tourner un peu de code natif, mobiliser pour un temps restreint un nombre important de cœurs ou de machines virtuelles. Compute Engine, c'est quelque chose de très intéressant pour faire du Hadoop ou pour faire des choses très intensives d'un point de vue CPU. Et puis il y a des choses moins connues mais à mon avis qui ont vraiment de la valeur, c'est le BigQuery dont on a parlé, Cloud SQL, je vais vous en faire une démo, Cloud Storage très traditionnel, mais malgré tout très utile, une sorte de réceptacle pivot pour beaucoup d'autres services. Et le but de tout ça, malgré le fait qu'il y ait plusieurs offres, plusieurs produits, c'est de garder le tout vraiment simple pour vous. Donc c'est des choses qui doivent être simples à comprendre, simples à mettre en œuvre. On verra notamment même au niveau des couches infrastructure as a service, où on va vous aider dans l'industrialisation de votre maîtrise de cette plateforme. Vous allez utiliser la console d'administration, on va vous expliquer en fonction de ce que vous faites dans la console d'administration l'équivalent de la requête REST que vous auriez eu à envoyer si vous vouliez automatiser ça. Quand vous avez commencé avec la console, vous allez être capable ensuite d'automatiser ça avec de la ligne de commande. Alors, App Engine, c'est quand même quelque chose qui reste très central, très important, peut-être encore maintenant un peu novateur de par sa catégorisation en plateforme as a service, où il faut, oui, quand même se forcer à abandonner à administrer le load balancer, à faire ses installs, ses patchs, ses updates, toutes ces choses-là, c'est sympa, mais ça ne devrait pas être votre métier de développeur. Et c'est un environnement où le but, c'est vraiment qu'on soit capable de développer rapidement et surtout de payer pour ce qu'on utilise, en termes de montée en charge, et de ne pas payer quand on n'utilise pas. Donc, le but, c'est de vous montrer... Là, je vais te laisser reprendre la main. On va aller assez vite à chaque fois sur chacun des produits, parce qu'on va essayer d'en présenter le maximum en peu de temps. Donc là, on peut montrer 3 démos. Il y a un espèce d'environnement de prototypage rapide. Donc très rapidement, vous pouvez vous créer un environnement pour faire de l'App Engine et le déployer. Ensuite, on va vous montrer que si vous voulez monter dans des projets plus de niveau entreprise, maintenant, il y a la possibilité de créer des projets basés sur Maven. Et puis après, une dernière qui, juste pour illustrer la plateforme, c'est le traffic splitting. Donc par rapport à ça, on peut passer dans un Eclipse. Si vous voulez créer un projet de manière rapide, c'est très simple. Vous allez dans la console de votre Eclipse et puis vous démarrez la création d'un projet. Donc là, je vais l'appeler projet de démo par exemple.
Voilà. Je vais faire ça, voilà. Voilà, et puis après vous cliquez là-dessus. Donc là vous avez un projet qui est créé. Le moment où vous voulez le déployer, la seule chose que vous avez à faire, c'est aller ici, modifier en fait, vous devez saisir un identifiant d'application pour le déploiement. Donc vous le saisissez ici, l'identifiant d'application qui va permettre au cloud Google de déployer votre code au bon endroit. Après, vous prenez votre projet, vous le sélectionnez et vous faites Deploy to App Engine. Et là, instantanément, l'application que vous êtes en train de développer, elle va partir sur le cloud. Donc là, on est vraiment dans, vous voulez prototyper, faire des choses de manière très rapide, c'est l'environnement idéal. Ensuite, donc, comme on l'a vu, vous pouvez aussi le faire à travers Maven. Donc là, les fans de Maven vont être heureux. Et donc là, maintenant, vous avez des archetypes qui vous permettent de créer un squelette d'application directement configuré pour faire de l'App Engine. Donc le SDK dans ce projet-là, parmi les dépendances, il y a une dépendance, c'est le SDK de App Engine avec toutes les API dont on peut avoir besoin et qu'on va détailler un petit peu plus tard. Je peux aller là. Donc voilà, là vous avez tout votre projet qui vous permet de faire de l'App Engine et de déployer ce cloud. Maven Dependencies, là. Voilà, donc vous avez les dependencies Maven, vous avez aussi tous les petits quick launch qui vous permettent de démarrer le serveur d'app, de déployer, etc. Donc on a bien un environnement où on peut déployer dans le cloud, mais on peut aussi développer la totalité en local. Donc il y a bien un SDK qui va tout émuler, y compris le data store, toutes les API peuvent être exécutées localement également. Alors, je m'étais amusé il y a quelque temps à développer une petite application. Je m'étais dit que vendre des animaux en ligne, faire des pet stores, c'était un peu dépassé. Donc moi, je vends des bonbons et des chocolats. Je vends des jelly beans, je vends des trucs sympas. Mais j'étais pas très sûr de mon IHM. Donc, comme il paraît que Bootstrap, c'est le nouveau moche, j'avais essayé plusieurs versions. Donc, je m'étais amusé. Une version précédente, la version 1 de mon appli. Au passage, on a deux versions qui sont live en même temps. Il y en a juste une qui est la version par défaut. Donc j'avais un autre moche, mais bon, un autre. Et ce qui peut être intéressant ici, c'est de se dire, les goûts, les couleurs, on a du mal, surtout nous, plutôt techos, à avoir une idée sur ce qu'on devrait faire. Eh ben, on va laisser nos utilisateurs décider. Donc voilà la console App Engine, je suis capable d'aller voir ici dans les versions que j'en ai toute une tripotée. Elles sont toutes accessibles. Il suffit de préfixer l'URL que vous avez vu par le numéro de version, ou le nom de version. Il y a une version 1, il y a des versions qui sont déployées ici sur du Java 7, d'autres sur du Java 6, donc on est en train de passer à Java 7 et de généraliser ça ici. Et il y a des versions ici qui ont été déployées par un Jenkins. Donc le Ludo Candy Store 11, Ludo Candy Store c'est le nom du job, 11 c'est la version. Donc elle a passé tous les tests et boum, elle est directement en prod. Elle n'a pas été sélectionnée comme la version par défaut, mais on peut très bien avoir du continuous deployment avec un Jenkins, chez CloudBees par exemple, qui pousse ça dans App Engine. Et pour aller un petit peu plus loin, et pour revenir à cette idée de laisser les utilisateurs choisir, je peux dire, voilà, je vais faire du traffic splitting. Traffic splitting, c'est la possibilité de dire ici, la version 1, là, je voudrais lui envoyer 5% des utilisateurs, et en l'occurrence ici, basé sur une adresse IP. Donc on va toujours retourner vers la même, mais sur la base d'une certaine adresse IP. Et après, je vais analyser mes logs et je vais voir si je vends mieux sur cette version-là, sur laquelle 5% des utilisateurs vont, et auquel cas, je vais peut-être décider de basculer vers ça. Donc on peut faire du A/B testing, on peut déployer pour un nombre réduit d'utilisateurs une nouvelle version avant de la généraliser à l'ensemble des utilisateurs. Et vous avez vu que ça n'a pas été très compliqué à mettre en œuvre ou à supprimer. Ok, c'est toi qui vas continuer à prendre la main. Allez. Donc, j'ai un back-end là-dessus. Mine de rien, c'est pas juste du Bootstrap. Donc il y a plusieurs solutions quand vous voulez stocker de la donnée. Si vous avez une base NoSQL, donc qui vous permet de stocker énormément de données et de tenir des montées en charge très importantes. Et puis vous avez aussi un Cloud SQL. Si vous avez des données qui sont plus de type relationnel, que vous n'arrivez pas à projeter sur un système NoSQL, vous allez pouvoir quand même provisionner des NoSQL. Et donc, SQL, pardon. Voilà. Et donc Cloud SQL, pour nous, c'est le nom qui fait référence à MySQL mis dans le cloud chez nous sous forme de MySQL as a service.
C'est-à-dire que on est dans un environnement complètement managé, vous n'installez pas MySQL, vous ne le patchez pas, vous ne changez pas sa version, vous l'administrez pas. Et pour que vous montrez un petit peu à quoi ça ressemble, ici on va aller là. Donc parmi les services que j'utilise, il faut que tu te mettes sur Slatin. J'ai un service qui s'appelle Cloud SQL, que je peux utiliser depuis App Engine, mais depuis n'importe quel autre environnement, y compris un client. Je suis pas sûr que les gens connaissent cette console. Qui connaît cette console en fait? Tu peux peut-être en dire un mot? Donc c'est une console qui vient recenser tous les services Google que vous utilisez. Donc il y a une notion de projet, et pour un projet donné, donc c'est à ça qu'est associé une facturation et une équipe qui utilise et qui a des rôles. Et là-dedans, je vais dire, ben voilà, il y a des quotas. Je vais utiliser BigQuery, qu'on va voir tout à l'heure. Je vais utiliser Cloud SQL. Je vais utiliser du storage. Et en fait, les services, ici, j'aurais pu les sélectionner. On va les regarder rapidement. Voilà, toutes les autres API et tous les autres services qui sont proposés par Google. Je peux gérer les accès, définir l'équipe qui a le droit de... Voilà, enfin, je peux... Et donc, c'est l'unité qui prévaut pour tout ce qui est facturation en particulier. Donc là, j'ai mon Cloud SQL, donc j'ai un dashboard qui me dit, voilà, c'est du MySQL 5.5, on vous donne ça quand même, si vous voulez reproduire l'environnement local. Il est déployé aux États-Unis. En fait, ce que je veux faire, c'est je vais vous montrer comment on en aurait créé une nouvelle instance. Donc c'est, peu importe le nom. Je peux déployer ça soit sur une zone qui est les États-Unis, soit sur une zone qui est l'Union européenne, surtout pour les notions de localité des données. Donc si je choisis Union européenne, les données vont rester sur les data centers qui sont en Europe. Ensuite, je vais prendre une taille, donc ça peut être gratuit pour essayer ou un peu plus gros, et là on a des définitions en termes de CPU et de mémoire. Réplication, ça c'est important, c'est pas juste du MySQL où on a fait pour vous l'install. Il y a un driver JDBC en particulier qui a toute l'intelligence pour faire du failover et pour faire surtout de la réplication pour que chaque donnée, à toute instance, soit disponible dans plusieurs data centers et pas seulement sur deux machines qui sont l'une à côté de l'autre dans le même data center. Et il y a deux modes pour faire cette réplication, synchrone ou asynchrone, et on vous explique un petit peu ici lequel choisir pour avoir le bon compromis performance coût. Et puis combien ça coûte? Alors soit c'est un abonnement, vous avez droit à tant d'heures de communication par mois, ou bien c'est vraiment à l'usage. C'est toujours mieux de prendre un package si vous savez où vous allez, mais vous avez le choix. Et puis enfin, d'un point de vue sécurité, si c'est App Engine qui va y accéder, quelles sont les applis qui vont y accéder? Voilà la liste ici. Si vous voulez y accéder depuis un outil de profiling, un outil d'admin SQL ou une autre application, vous pouvez le faire. Il y aura un petit peu de setup au hot à faire. Et donc l'idée, c'est qu'une fois qu'on a une instance, on a tous les dashboards qui vont bien, il ne s'est pas passé grand-chose là sur l'instance, et j'ai un prompt SQL où je vais pouvoir faire un show tables, par exemple, qui va me montrer, alors il faut que je... Voilà, toutes les tables qui sont disponibles, et puis tout ce que je sais faire sur du MySQL ou avec du SQL en général, select étoile from user, je vais pouvoir le faire ici. Donc si j'ai un expert DBA, alors ça s'appelle pas user, ça s'appelle users ou item. Donc tout ceci, je vais pouvoir le faire ici avec la console ou avec des outils qui vont venir se brancher là-dessus. Encore une fois, c'est pas quelque chose que vous pouvez installer, upgrader. La seule chose que vous pouvez faire, c'est faire de l'import-export, redémarrer une instance, faire des backups. Mais c'est tout ce que vous avez le droit de faire dessus. Par contre, on vous garantit haute disponibilité, intégrité des données. Donc API suivante. Donc moi quand j'ai découvert la plateforme cloud de Google en 2008, la première chose que j'avais envie d'avoir, c'était de pouvoir faire du full text search, puisque Google c'est quand même le roi de la recherche plein texte. Et je me disais, est-ce que je vais avoir cette API? Ben non, l'API n'était pas présente et elle est enfin disponible après plusieurs années. Donc c'est, enfin je sais pas qui est-ce qui a déjà configuré du Lucene, c'est assez simple. Après, il y a du Solar. Qui est-ce qui a déjà fait un petit peu de Solar? Ouais. Qui est-ce qui a déjà cherché à faire monter en charge du Solar sur des grosses configs? Voilà, enfin, il y en a un peu moins.
En général, c'est là où les choses commencent assez difficiles. Donc maintenant, il y a des gens qui se sont mis là-dessus. Par exemple, Elasticsearch, qui va vous permettre de faire de la recherche plein texte et distribuer ça de manière assez simple. L'idée là, c'est de la même manière que... l'idée, c'est de l'avoir sous forme de service. Donc vous allez créer des documents dans votre code, vous allez les pousser dans l'index, et puis après, vous aurez les moyens de les récupérer. Donc c'est vraiment assez simple. Vous y avez accès depuis la console. Donc je vais vous montrer mon index. Il est vraiment, il y a 3 documents dedans. C'est des albums de musique. Donc c'est vraiment tout simple. Hein. Ici, on va le voir. Donc je peux avoir plusieurs index. Donc voilà mon index. J'ai stocké 3 documents. Il y a le nom du groupe et le titre. En fait, c'est vraiment super simple. Donc ce que je vais vous montrer, c'est simplement le code qui permet de faire ça. Vous verrez, il est vraiment très simple. Il est là. Donc pour charger la base, ça se passe ici. Hein. Donc je crée mes albums ici. Je récupère un document. Donc vous allez voir le code pour créer un album. Enfin c'est pas grand chose. Hein. Vous créez un document, vous lui ajoutez les différents fils, donc title et band. Vous mettez ce que j'ai passé en paramètres. Et puis derrière, vous les déposez dans l'index. Vraiment super simple. À partir de ce moment-là, vos informations sont indexées en plein texte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez faire de la recherche, c'est pas de problème de casse, vous pouvez mettre 2 mots, en fonction de la distance des mots, il va vous faire du scoring et les sortir dans le bon ordre. Vous pouvez récupérer des snippets de documents qui incluent les mots pertinents de votre recherche de manière à directement avoir l'information. Tout ce que vous avez accès dans un Lucene, vous l'avez ici maintenant à travers un service. Donc de la même manière, si vous voulez faire du query, là on va faire la petite démo derrière, mais en gros vous récupérez un paramètre de query et puis derrière vous prenez votre index, vous faites un search, je vais chercher sur title et vous passez votre query, à ce moment-là il déclenche la query dessus et vous récupérez des documents, vous récupérez l'information dans les documents et vous en faites ce que vous voulez en fait. Donc c'est vraiment très simple. Si on va en termes de démo, ça va là, hein, enfin il n'y a rien de bien exceptionnel. Donc les données sont chargées. Là, je vais faire ma query. Et donc c'est quelque chose qui peut s'appliquer à partout où vous stockez du texte de manière massive, hein, des commentaires d'utilisateurs. Il y a vraiment beaucoup de cas d'usage. Donc là, j'ai cherché wall. Si je mets brick, par exemple, enfin voilà, ça va. Vraiment super simple. Vous voyez aussi la vitesse à laquelle ça répond. Hein. On n'est pas. Donc là, je suis vraiment allé dans l'index, j'ai récupéré l'information, je suis remonté dans le navigateur. On est vraiment sur le cloud. Ça se déroule pas en local. C'est vraiment instantané. Donc là, de manière très simple, vous avez maintenant une API qui vous permet de faire du full text search. Voilà. On enchaîne. Donc, autre API qui est intéressante, qui est pas forcément très connue. Qui connaît Cloud Storage? Peu de gens. Donc l'idée, c'est de pouvoir stocker des très gros fichiers sur l'infrastructure de Google. Donc vous pouvez stocker autant que vous voulez de fichiers. Vous avez une seule contrainte, c'est que le fichier que vous allez stocker, ce qu'on appelle un objet, il ne doit pas dépasser 5 Tera. Si vous restez dans cette contrainte-là, vous pouvez y aller et stocker. Donc 5 gigas. Non, 5 Tera, ouais. Donc vraiment, on est en termes de stockage, on peut y aller de manière très importante. Et puis derrière, vous allez avoir très simplement tout associé. Donc si vous avez des comptes Gmail, tout ça c'est complètement imbriqué avec le système d'authentification et d'autorisation. Donc petite démo là-dessus. Je reviens sur ma petite console de démo. Il est là. Donc la démo, elle est vraiment très simple. Je sélectionne un fichier sur mon disque dur. Par exemple ici une image. Attention. Et je l'upload. Donc j'y vais, j'upload, ça va avoir rien de spectaculaire. Ça c'est uploadé. Ce que je vais vous montrer, c'est simplement le code qui permet de faire ça. C'est ça qui est important. Donc je l'ai mis dans une JSP. Je sais pas ce qu'il fait là, le Mac. Ouais, là-dedans. Donc la ligne de code qu'il faut retenir, elle est ici. Je ne sais pas si tout le monde voit. En gros, c'est un post d'un fichier à travers un form. Enfin, il n'y a rien de compliqué. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai créé une URL à la volée et dans cette URL, je lui ai dit, tu vas aller me déposer ça dans un
un bucket, un espace de stockage qui est sur storage. Donc la seule ligne qui a rajouté, c'est ça. Vous dites qu'au lieu de le stocker, d'envoyer le fichier normalement, vous configurez le système de manière à ce que de l'autre côté, Google, il va le récupérer à travers l'URL de l'upload et il va aller déposer le fichier directement dans le storage. Donc vraiment rien de compliqué pour le mettre en œuvre. Et après, si on va dans la console, donc mon premier bucket, il est là, donc le fichier, je ne sais pas où il est, mais il doit avoir un fichier, voilà, c'est celui-là, je pense, qui a été stocké. Il est arrivé ici, en heure américaine, voilà. Donc voilà, vraiment super simple. Vous voulez stocker des gros volumes de données, c'est possible. Hein, donc de la même manière, avec le même, je vous dis, bah, tiens, est-ce que je peux déposer une vidéo? Bah, c'est très simple. Hein, vous avez votre vidéo, vous pouvez très simplement la déposer. Enfin, moi j'ai fait ça chez moi sur mon petit ADSL. J'ai déposé les 318 mégas avec un débit assez faible, ça a bien tenu, j'ai pas eu de problème. Et derrière, ce qui est intéressant, c'est que aussi vous avez toute l'API pour streamer. Donc en général, on va poser des vidéos là-dessus. Si vous avez besoin de streamer, vous pouvez dire j'ouvre ce fichier à partir de tel octet et puis voilà. Donc c'est vraiment un espace de stockage qui peut servir de pivot. C'est pas quelque chose qui est uniquement utilisable et accessible à travers App Engine. Vous l'aurez compris, on peut y accéder en direct ou avec d'autres mécanismes. Voilà. Donc gardez en tête, c'est donc facile de stocker, facile de partager. Donc par défaut, ce que vous stockez, c'est lié à la personne qui a stocké. Et puis derrière, vous pouvez, via des API, manipuler tout le système d'autorisation, autoriser des personnes, des groupes de personnes, etc. BigQuery. Alors BigQuery... J'ai déjà posé une question, peut-être d'abord. Qui est-ce qui a déjà mis en place des cubes OLAP ou MOLAP ou des choses comme ça? Ok. Qui est-ce qui était content de bosser sur ces projets? Ouais, c'est ce qui me semble. Quand il s'agit d'analyser des quantités phénoménales de données, des logs, des données utilisateurs, d'une manière générale, de très très gros volumes de données, bah, on peut faire du Hadoop, ça marche bien, hein, mais on peut aussi faire du BigQuery. Et donc BigQuery, je vais vous le montrer ici. Vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, c'est un des services qui est défini. Alors on peut avoir des dashboards sur l'usage qu'on a fait de cette API, et puis on va surtout pouvoir, de manière interactive, interagir avec des sources de données. En l'occurrence ici, il y en a quelques-unes qui sont proposées par défaut. On a tout Wikipédia. Alors tout Wikipédia, alors pas tout Wikipédia en termes forcément de contenu, mais en termes de caractères, de langue, de titres, de nombre de révisions. Et on va être capable ensuite de lancer des requêtes sur ces données massives. Alors il y a plusieurs jeux de données, il y a Wikipédia, il y en a une autre qui est intéressante, c'est GitHub. Donc si on veut tirer des enseignements sur qui vient de quel langage vers quel autre, sur la base des infos GitHub, on doit être capable de faire ça. Donc on va aller chercher des requêtes qu'on avait déjà fait. Alors là c'est sur Wikipédia et on va chercher, ça ressemble beaucoup à du SQL, hein, donc select title, count title, on va regarder le nombre de révisions sur cette page-là. La source de données c'est public data sample Wikipédia, avec une clause where qui dit le titre doit contenir Bush. Alors, on devrait lancer la requête ici, et au bout de 4 secondes, on a traité près de 7 gigas de données, et on a retourné l'ensemble des 775 pages où Bush est sélectionné dans le titre. Dans le titre. Et donc, si on devait trier, on pourrait voir par exemple que George Bush, par exemple, c'est la page la plus éditée. Une raison qui m'échappe complètement. D'autres exemples amusants. Si on prend cette fois-ci la source qui est GitHub, cherchons tous les langages. Les gens qui commencent en C, vers quel autre langage est-ce qu'ils se dirigent? Toujours sur une base GitHub. Alors qui font aussi ou qui vont. Alors ils vont vers du C, du C++, vers du Python, du JavaScript. Voilà, de manière non trié. Donc il y a plein d'informations qu'on est capable, encore une fois, là en 1,7 secondes, oui là par contre on a traité peu de données, mais on est capable vraiment d'analyser ces informations-là avec une requête qui est très proche du SQL, qui n'en a pas toutes les composantes, mais qui est capable de faire des choses assez intéressantes quand même. Ouais, donc l'idée c'est que dans les anciens systèmes on créait des cubes, pourquoi? Parce qu'on n'avait pas la puissance CPU pour pouvoir traiter des très gros volumes de données dans des temps limités. Ce qui va se passer là, c'est que vous allez stocker vos données dans BigQuery
Et plutôt que de créer des projets dans lesquels vous allez imaginer les requêtes que vous allez devoir faire dans le futur au niveau de la direction marketing, les passer en batch la nuit de manière à ce que les gens les reportent qui sortent directement, l'idée de BigQuery, c'est de dire, j'ai une idée d'information marketing, je veux cibler quelque chose, je fais la requête et quelques secondes après, j'ai le résultat. C'est vraiment ça l'idée qu'il y a derrière ce produit en fait. Allez, on enchaîne. Donc là, il y a plein d'exemples de choses qu'on peut faire. Et c'est vrai que la réponse doit arriver rapidement. C'est vraiment la différence entre des heures, des batchs, et quelque chose qu'on peut faire de manière interactive. Ça, c'est toi. Donc une autre API. Google a ouvert depuis un certain temps la possibilité de faire de la prévision à travers une API. Donc comment ça fonctionne? Qui est-ce qui a déjà fait un petit peu de data mining, au moins à l'école, des réseaux de neurones, des choses comme ça? Je pense qu'il y en a un petit peu qui ont fait ça, ouais. Donc l'idée de base, c'est quoi? C'est que vous avez un système, vous allez avoir des entrées, vous les poussez dans le système et vous voulez que le système, il vous prévoit une information. Donc par exemple, vous êtes une société qui fait du péage autoroute. Ce que vous voulez savoir, c'est demain, combien est-ce qu'il y a de personnes qui vont traverser mon péage autoroute de manière à pouvoir staffer le bon nombre de personnes au péage. Voilà des exemples. Donc pour ça, vous allez récolter de l'information, des données, de très grands volumes de données. Vous entraînez des modèles et après ces modèles, ils vont faire les prévisions de manière à ce que vous puissiez dérouler votre business. Donc le principe avec l'API que propose Google, c'est que l'algorithme, vous n'allez pas le voir. En gros, ils vont gérer pour vous. Vous allez avoir un algorithme de data mining en tant que service. Ce que vous faites, c'est que dans un premier temps, vous allez entraîner votre modèle. Donc vous allez lui donner l'entrée, la sortie que vous voulez. C'est comme ça qu'on entraîne tout le temps les systèmes de data mining. Vous dites voilà l'entrée, voilà la sortie que j'aimerais. Et puis une fois que vous avez fait ça, vous passez dans la phase de prévision, vous envoyez vos données et le système va vous prévoir la sortie. Donc là, vous avez une API REST qui vous permet de faire ça. Vous avez aussi, alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà manipulé, il y a maintenant un environnement qui est peu connu chez Google qui s'appelle Google Script. Il y a déjà qui ont déjà essayé? Non, je vous invite vraiment à aller voir. Vous pouvez maintenant scripter l'intégralité des API de Google à travers du JavaScript en fait. Donc vous avez un environnement de développement de type JavaScript, c'est du Google Script qui vous permet d'accéder à toutes les API. Ces API sont disponibles là-dedans. Et du coup, comme les API sont disponibles en Google Script, vous pouvez aussi les utiliser dans un Google Spreadsheet. Donc c'est ce que je fais là. Donc j'ai lancé une prévision sur des données. Donc les données que je mettais en entrée, c'est les colonnes B et C. Et ce que je demandais de prévoir au système, c'est la colonne A en fait. Donc c'est assez simple. Hein. Là j'ai récupéré un exemple qui est disponible avec l'API prédiction. Donc vous avez des fonctions qui vous permettent d'entrer des modèles et puis après de faire de la prévision. Donc pour faire la prévision, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les données que j'avais en entrée et j'ai demandé au système de me prévoir les données. Donc les quelques lignes que j'ai vues là, j'ai relancé le système et voilà ce qu'il m'a prévu. Donc c'est pas parfait. On peut se dire oui, il n'a pas bien prévu. Donc il faut savoir que c'est une des choses qui est très importante. Moi j'ai fait beaucoup d'analyses de données, c'était le sujet de ma thèse il y a quelques années. Si votre système a appris par cœur les données, ça veut dire qu'il a surappris et que derrière il y a de fortes chances qu'il fasse des mauvaises prévisions. Donc ce qui est important, c'est le fait qu'il y ait un petit peu de bruit en sortie, c'est pas grave, c'est quelque part un bon indicateur qu'il y avait bien une phase d'apprentissage. Donc on voit ici, au lieu de prévoir 7,35, il a prévu 7,39. Au lieu de prévoir moins 5,75, il a prévu moins 5,77. Le jeu de données que... Alors le jeu de données que j'ai mis en entrée, il est assez amusant. Combien de données pour l'apprentissage? J'avais 200 données. Donc c'est un jeu de données qui est assez faible. Alors je pense que je l'ai mis là-dedans. Voilà. Attends. Non, je l'ai en bookmark. Alors c'est intéressant parce que j'ai été vraiment surpris par le résultat. Je voulais un jeu de données. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai fait apprendre en gros une sinusoïde, x fois sinus de x, y fois sinus de x plus y en fait. Donc le x c'est ma colonne A et le y c'est ma colonne B. Donc je lui ai fait apprendre ce système avec 200 données
Donc ça va de -10 à -10, c'est un plan, j'ai choisi des données de manière aléatoire sur un plan de -10 par 10 en fait. J'ai pris 200 données et derrière il est capable de me sortir de la prévision. Voilà. Ça vous donne un peu une idée de la puissance que vous avez au niveau de cette API. Easy to Ops. Donc l'idée c'est quand App Engine est arrivé, il y a beaucoup de gens qui ont dit oui, bah c'est dommage quand même, moi j'aimerais bien pouvoir installer mon serveur parce que j'ai des choses particulières que j'arrive pas à faire sur App Engine. Donc ça a été une critique assez récurrente sur la plateforme App Engine en fait. Donc la plateforme App Engine, elle a de gros avantages, c'est que vous déployez votre application, elle va scaler, elle amène un certain nombre de contraintes. Donc si vous voulez vraiment installer un système qui correspond à ce que vous voulez, il y a maintenant une offre qui s'appelle Compute Engine. Ouais, donc, vous m'entendez là? Non, il faut que tu allumes le micro. Non, il est allumé, il est allumé. Allô, allô, 1, 2, c'est bon. Ouais, donc Didier, la semaine dernière, tu m'as demandé un serveur d'impression. Donc moi j'avais une solution, mais elle ne tourne pas sur App Engine. Donc peut-être tu peux lancer, peut-être avant de montrer les slides, si tu peux lancer le script, parce que là j'ai pas de serveur. Donc je t'ai préparé un petit script qui va déclencher une instance sur Compute Engine, un serveur. Donc si tu peux juste le lancer, puis on revient sur les slides. Voilà, là c'est parti. Donc c'est quoi Compute Engine? C'est d'abord c'est une API RESTful. L'authentification sur un OpenAuth 2 et le format de données, le payload, c'est du JSON. Au-dessus de cette API, on va avoir différents clients. Il y a d'abord un client Python qui a été écrit. Au-dessus du client Python, vous avez une ligne de commande GCUtils, donc pour faire votre admin, ça c'est très pratique. Vous avez des clients en Java, en .NET, enfin tout ce qu'il faut, et une console web. On peut peut-être aller sur la si tu as gardé la console web. Donc là, c'est une interface web. Ce qui est sympa dans la console web, c'est que vous allez voir les requêtes HTTP et le payload JSON dont vous avez besoin pour faire vos requêtes. Ça permet d'apprendre assez vite comment utiliser cette donc je t'informe que l'instance a démarré et que tu m'as pris 2 CPU. 2 CPU, ok. Que ça va pas tu peux aller retourner sur le shell et récupérer l'adresse IP du système. Donc c'est ça. Tu nous mets ça dans un navigateur, voir si le serveur est prêt. Bon, derrière, j'ai un petit script qui va m'instancier tout ce dont j'ai besoin pour faire tourner mon service. J'aurais pu monter une image custom et que tout de suite ça fonctionne. Bon, là, il est en train d'installer, de configurer. C'est normal, c'est pas prêt. Il est en train de monter. On revient dans 2 minutes et normalement le service sera donc si tu fais create new instance ici, là, tu descends dans configuration, bon, un nom, une description. On va pouvoir déterminer une zone. Vas-y, descends. Une zone, donc US, Europe. Je crois qu'il y a 5 zones de disponibles aujourd'hui. US, Europe. On va pouvoir déterminer un type de machine. Tu nous montres le type de machine. Donc iCPU, donc 2 CPU, 4 CPU, 8 CPU. Petit d, ça veut dire beaucoup de disques durs en plus. Là, ça veut dire beaucoup de mémoire. Donc beaucoup de mémoire, je sais plus, on monte à 16 Go pour l'instant, quelque chose comme ça. Il y a plein de types. Bon, le type standard, c'est vraiment l'instance de base qui peut mettre sur les images. Donc ça, c'est votre OS que vous allez faire tourner. Donc de dispo aujourd'hui, il y a CentOS, Ubuntu, la 12.04, la stable, et évidemment, on peut faire les custom images et installer ce qu'on veut dessus. Les disques durs, ils peuvent être persistants ou transientes. Transient, vous montez votre disque et quand vous éteignez l'instance, tout disparaît. Le disque persistant, lui, il reste là, il est réutilisable. Et vous pouvez l'attacher, le détacher sur différentes instances. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est en fonction de ce qu'on sélectionne ici, ça va modifier. Alors que là, on a l'exemple du payload JSON à passer pour faire un appel à un post HTTP et déclencher l'instance. Si tu descends encore un peu plus, tu as la ligne de commande qui te génère, donc avec toutes les options pour configurer ça comme on veut. Service account, bon, enfin, on va pas rentrer dans les détails, c'est pour pouvoir se connecter en termes d'authentification sur cloud storage, des choses comme ça. Et là, on va peut-être retourner sur l'IP. Est-ce que ça répond? Donc là, j'ai mon Apache qui tourne. Si tu tapes /web2print, normalement, j'ai un service web. C'est du NGT embedded qui fonctionne. Ce que tu peux aller faire, tu voulais imprimer des diplômes, c'est ça? Tu peux chercher mon diplôme sur Google là et trouver un diplôme. Cherche mon diplôme. Voilà. Donc là, tu as un beau... Ah, dommage. Chez moi, il y a un diplôme de président là. Mais vas-y, tape mon diplôme. Va sur le site, mon diplôme. Voilà, un diplôme de baccalauréat. Tu prends ça. Tu nous le mets dans la petite URL. Hop, print.
Donc là, on a une instance normalement un petit peu péchue. Voilà, en 2 secondes, il a converti ça en PDF. Et donc ça, c'est un fichier PDF. Donc d'ailleurs, on utilise PhantomJS. Je ne sais pas si vous connaissez. Qui connaît PhantomJS? Okay. Petit browser headless. Donc là, c'est du PDF que ça m'a généré. Ça aurait pu générer du PNG, etc. Et là, on est parti. Quand je suis monté sur stage, il n'y avait pas de serveur. Voilà. Et si tu veux faire monter ça en charge, du load balancing, en avoir plusieurs? Bah, il suffit d'instancier. Alors, il n'y a pas encore les API d'autoscaling là-dessus. Sur ta démo? Sur ma démo. Ouais. Mais c'est rien de très compliqué. A priori, si on voit une centaine de serveurs, on va plutôt le faire en ligne de commande qu'avec la. Pour l'instant, j'ai qu'un compte avec 8 instances. Mais peut-être que si je demande. On va s'occuper de toi. Ok. Merci Aurélien. Bon, je ne sais pas combien de temps il nous reste, 10 minutes, peut-être qu'on va se garder un peu de temps pour les questions-réponses. Donc bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de base, vous avez aussi une API pour faire du mail. C'est vraiment, au niveau du coding, c'est vraiment rien. Hein. Vous dites simplement, je veux le service de mail en Java, et puis là, vous avez le truc, et vous pouvez envoyer des mails, mais vous pouvez envoyer autant que vous voulez, ça vous coûte... Autant que vous voulez. On a eu quelques problèmes avec des gens qui utilisaient ça à des fins... faut savoir que c'est intéressant. Donc voilà. On a des limites, on a des quotas. Hein. Un quota limité, souvenez-vous, ça n'existe pas. Ouais. Voilà, donc c'est pas cher, mais c'est pas illimité. Et bon, bien évidemment, ça utilise l'infrastructure Gmail. C'est exactement la même infrastructure qui est utilisée et qui est mise à votre disposition au prix d'une petite API. Et donc la dernière chose qu'on voulait aborder, c'était Cloud Endpoints. Donc ça, c'est une API qui pour moi est vraiment extrêmement importante. Souvent, quand on développe une application, maintenant, pour moi, ce qui est avant de développer un front, ce à quoi on va s'attacher maintenant, c'est d'abord de développer l'API qui va permettre à des fronts de le consommer. Donc c'est toujours un petit peu embêtant de choisir ces frameworks, etc. Et puis derrière, si vous voulez commencer à monitorer vos API, savoir ce qui se passe sur vos API, les autoriser, mettre de l'OAuth dessus, etc. Tout ça, techniquement, c'est assez... ça fait beaucoup travailler le cerveau, j'ai envie de dire. Et puis finalement, vous ne travaillez pas sur la chose que vous voulez faire, c'est du métier, en fait. L'idée qu'il y a là, maintenant, c'est de dire, Google, l'infrastructure qu'on utilise, nous, pour publier des API, sachant que Google, c'est d'abord, c'est entre autres une boîte qui propose des API à consommer, toute cette plateforme, on va vous la mettre à disposition. Donc là, il y a les premières itérations qui sont disponibles. Ça fonctionne déjà. Hein. Voilà. Et donc l'idée, c'est vous codez dans App Engine, vous mettez quelques annotations, et puis derrière, de base, en fait, via ces annotations, ça va transformer votre code en endpoints, en fait, en service que vous allez pouvoir consommer en REST JSON. Ça ne fait pas que ça. Vous avez aussi des outils qui, en partant de vos endpoints, vont générer du code. Donc vous, en gros, vous dites, moi j'ai mes endpoints, vous déclenchez les générateurs et vous allez générer du code pour Android. Donc c'est-à-dire que les développeurs Android qui en général sont pas très, qui sont plutôt front de type Android d'ailleurs que back, ils sont très contents d'avoir des API assez propres pour consommer les services. Ce sera pareil pour iOS. Et pareil, vous avez une API JavaScript qui est générée en fait. Et donc depuis votre JavaScript, vous allez pouvoir consommer très simplement ces endpoints. En termes de code, donc vous allez voir, c'est vraiment très, très simple faire un endpoint. Donc je vous en ai codé un là, vraiment très basique, qui s'appelle title. Donc on le voit ici. Donc vous définissez un endpoint, c'est lui dire simplement c'est une API, vous définissez en gros la famille d'API, sa version. Donc ça c'est très important. De base dans l'API que propose Google, vous allez pouvoir gérer plusieurs versions de vos API en fait. Souvent c'est quelque chose à laquelle on ne pense pas quand on code sa première API. On oublie tout de suite que une API, une fois qu'on l'a déployée, on n'a plus trop le droit de la toucher en fait et il faut la versionner. Donc voilà, donc ça c'est géré de base dans l'infrastructure endpoints. Et puis après, sur chacune des méthodes, vous lui donnez son nom à cette méthode, la méthode REST associée, et puis éventuellement le chemin d'accès à votre URL. Donc juste pour vous montrer, j'ai déployé ça. Et donc si je vais dans le petit endroit où il y a toutes les démos, hop, d'ailleurs un truc endpoint. Donc voilà, on va retrouver ici toutes les informations qu'on avait, à savoir, on va retrouver title, on retrouve ici, donc là j'accède à l'API,
On retrouve ici la famille d'API sur laquelle je suis, la version, le nom de la méthode, et puis j'avais proposé qu'il y ait un paramètre en entrée et que juste pour la démo, je le réinjecte en sortie en fait. Donc c'est vraiment, l'idée c'est, à la fois la démo n'est pas très spectaculaire, mais pour toutes les personnes qui ont eu à développer des API sécurisées, à les rendre disponibles, c'est toujours beaucoup de travail. Là maintenant, ça arrive, c'est clé en main, il n'y a pas grand chose à faire et vous avez de base la possibilité d'avoir des API qui sont consommables sur tous les systèmes. Et c'est vraiment l'infrastructure que Google utilise pour délivrer toutes ces API, du Maps au Drive, en passant par le YouTube et toutes les autres API que vous pouvez utiliser. C'est là qu'on a des systèmes de surveillance, des gestions de trafic, des gestions de quotas, des gestions de ressources d'une manière générale. Et c'est ça qui est simplement exposé aux développeurs au travers de cette technologie. Donc il y a aussi, arrive avec ça, hein, il arrive une console d'administration, voilà, et donc ça va vous permettre de voir vos endpoints, les versions de vos endpoints, et ça va générer aussi des formulaires qui vous permettent directement saisir la donnée pour les solliciter. Si ces endpoints sont sécurisés, vous allez aussi pouvoir autoriser la console d'administration à accéder à vos endpoints en passant par OAuth 2 en fait. Donc vous pouvez sécuriser ça. C'est toujours, moi j'ai une application Android qui est assez grosse. J'ai toujours eu des difficultés à sécuriser ce lien entre l'utilisateur et le service en fait. Parce que je voulais passer par son compte Android de manière à pas trop le perturber, à mettre des surcouches d'authentification. Voilà, donc là, maintenant, c'est vraiment tout packagé. Vous n'avez pas trop de soucis à vous faire là-dessus. Si vous avez déjà utilisé les API Google ou si vous avez découvert les API Google, vous avez peut-être utilisé quelque chose qui s'appelle l'Explorer d'API où vous êtes capable de naviguer, de jouer avec les API, de lancer des requêtes. Ben, cette même infrastructure-là, vous pouvez l'utiliser pour vos propres API qui maintenant sont basées sur Compute Engine, sur Cloud Endpoint. Je pense que c'est ça, c'est justement la dernière démo. C'est ça que tu voulais montrer, non? Non, c'est juste, c'est pas celle-là. Mais bon, on parle aussi, donc le slide suivant que j'ai zappé, on parle enfin, l'idée c'est d'avoir une manière uniforme de s'authentifier, de s'autoriser autour de tout ce qu'on vous a démontré. C'est une petite partie de la plateforme. Et donc, si vous avez envie de tester tous les services, vous pouvez le faire ici à travers une console. Donc, par exemple, si je veux cliquer Storage, je vais autoriser la console à utiliser mon storage. Donc là, je fais un Holo Access dessus. Donc là maintenant, ils vont s'échanger il y aura un mécanisme d'échange de jetons. C'est en train de se faire, si tout va bien. J'y vais. Voilà. Et là maintenant, je vais pouvoir voir un petit peu par rapport à un service quelles sont les opérations disponibles. Par exemple, get bucket. Et puis ici, j'avais mis premier bucket. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle mon bucket. Et puis là, je peux déclencher. Donc là, ici, on revoit l'ensemble des fichiers qu'il y a dans le truc. Donc vous avez, l'idée, c'est vraiment de se dire, c'est vraiment un écosystème clé en main qui va vous permettre de gérer tous les services dont vous avez besoin pour le développement de votre application. Voilà. Donc, ce que je vous ai démontré, en fait, on avait pris un cas qui était entre guillemets fictif. C'est une vraie application qui s'appelle SongPop. Donc là, vous avez ici à côté le schéma l'ensemble des services qu'ils mettent en œuvre. Hein. Donc il y a un peu de storage, il y a de l'App Engine, ils utilisent les systèmes d'authentification, il y a du Cloud Messaging pour Android. Et actuellement, ils sont à 1 million d'utilisateurs journaliers. Voilà. Si vous voulez plus d'informations sur le case, ça a été publié sur le blog App Engine en fait. Voilà, c'est terminé. Je voulais vous remercier. Merci. Une question ? Est-ce que je peux déployer sur un cloud privé bon, en dev, j'imagine que oui, mais par exemple, si j'ai un client qui veut voir ce que ça donne dans son infrastructure d'abord pour éventuellement voir à scaler plus tard, est-ce que je peux avoir un serveur de prod voilà. Donc il y a deux réponses. Il y a la réponse un petit peu légère qui consiste à dire qu'on croit au cloud public, surtout au cloud public, parce que c'est là qu'il y a une vraie valeur, parce que c'est là qu'on a un investissement qui a été consenti par Google en termes de matériel, en termes de personnes et en termes de technologie. Autant de choses très difficiles à répliquer avec les mêmes qualités en interne.
Et la deuxième, c'est que on propose des SDK. Mais un SDK, c'est un development kit. Donc, on va être capable de faire tourner tout ça en local pour peut-être ne pas être facturé, 2, pour développer et tester tout ça, mais ça reste du développement. Dernière question? Non, on peut en prendre une ou deux, non? Il nous reste 1 minute. 2 questions. Ah, bon, alors d'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la différence entre Jersey déployé sur App Engine et Cloud Endpoint? Oui, Jersey, c'est super, c'est standard, mais il fait que ce que fait Jersey. Là, on bénéficie vraiment de toute l'infrastructure en termes de gestion d'outillage, de versionning. Et véritablement, l'intérêt, c'est simplement une API qui permet de rendre à disposition des utilisateurs une infrastructure qui est utilisée par Google tous les jours sur toutes ces API. L'autre, c'est super, Jersey, hein, j'adore, mais c'est juste produire du JSON ou du XML de manière avec une API JAX-RS. Merci beaucoup. Merci.